Bienvenue à tous, on va pouvoir démarrer. Alors pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là hier, donc on va vous expliquer un peu le format. Donc l'idée c'est d'avoir un échange avec nos entrepreneurs. Donc ce sont des entrepreneurs diplômés du pôle Honneur de Vinci, donc de l'EMLV, de l'ESSIV et de l'IM. Donc pour cette conférence, on aura le plaisir d'accueillir deux alumni de l'ESSIV. Donc si je ne me trompe pas, pour toi Jean-Philippe, c'était promo 2012. Ouais, ça remonte, je crois que c'était ça, ouais, absolument. Ça commence à remonter un petit peu. Ouais. Et toi, Arnaud, du coup, promo 2020. Toi, d'ailleurs, t'es pas très loin. T'es pas très loin. T'es jamais très loin. On a l'habitude de se voir assez souvent. Je Ouais. précise, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas Arnaud, donc du coup de M3D, ils sont actuellement à l'incubateur, juste en face, où se trouve d'ailleurs Maëlys actuellement. Non, ils sont pas avec moi. Arnaud est chez lui, sinon j'aurais mis le masque. Yes, j'entends par là qu'ils sont très souvent là-bas, quoi. Mm. Donc voilà, on va faire un échange aujourd'hui. L'idée, c'est que vous racontiez un petit peu vos parcours depuis les bancs de l'école jusqu'à aujourd'hui. Donc on va avoir une discussion qui va durer 35-40 minutes tous les trois. Et puis on va ensuite permettre à nos étudiants entrepreneurs de vous poser des questions. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait du dialogue et puis une transparence dans nos échanges, hein, parce que ce qui les intéresse, c'est de savoir réellement ce que c'est le métier d'entrepreneur. Mhm. Donc, on a tenté de rendre ces conférences un minimum interactif. Donc, pour ça, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat sur Zoom. Et donc, on vous a également préparé quelques sondages et animations. Donc, pour cela, on vous invite à scanner tout de suite le QR code. Vous pouvez prendre vos téléphones pour scanner le QR code et participer. On a deux, trois sondages qu'on va faire tout au long de la conférence. Donc, on vous le laisse encore quelques secondes, le temps que vous puissiez scanner pour participer. Est-ce que vous êtes bien parmi nous, tout le monde? Est-ce que vous nous entendez bien? La connexion, tout va bien? Super. C'est good pour moi. Merci Didier pour ton retour. Aline, parfait. Salut Aline, content de te voir parmi nous ce soir. Oui, bonsoir. Aline, Moi aussi. Aline, du coup, pour précision, qui était du coup responsable du parcours startup côté Sylve il y a quelques années et qui a beaucoup œuvré pour développer l'entrepreneuriat au pôle. D'ailleurs, comme Jeanne, hein, qu'on ne présente plus, hein, qui est du coup la marraine d'honneur de Vinci Startup. Ce qu'on a mis en place aujourd'hui et ce qu'on met en place avec Maëlys, c'est aussi en grande partie grâce à Jeanne. On te remercie aussi, Jeanne. Ok, on va pouvoir démarrer par une petite question pour vous, pour voir si tout fonctionne bien avec vos téléphones. Bon, alors voilà, ce soir, gros match, comme vous le savez peut-être. Je ne sais pas s'il y a des fans de foot par ici, mais ce soir, donc huitième de finale, retour de la Ligue des Champions. Gros match entre le Barça et le PSG. Et donc, sans grande surprise, on voit qu'il y a beaucoup de supporters parisiens ce soir parmi nous. Allez, Paris. Et puis, il n'y a pas de conflit d'intérêt en plus dans ce sondage. C'est pas comme si on avait le choix de supporter le Barça. Hein. Bon, en tout cas, je vois que les gens sont bien là, ça fonctionne. On va pouvoir commencer directement par une question qui va être intéressante pour nous trois, hein, Jean-Philippe et Arnaud. C'est de savoir, parmi les gens qui sont présents aujourd'hui, qui a un projet d'entrepreneuriat. Donc, on vous invite encore une fois à scanner le QR code pour participer au sondage, ceux qui ne l'ont pas fait encore jusque-là. Et donc, la question si vous n'avez pas eu le temps qui va nous intéresser, c'est est-ce que vous avez un projet? Donc là, on voit qu'on commence à avoir des réponses. Alors, pour l'instant, 3 personnes qui sont 4 personnes. Alors, 5 personnes qui ont une idée, mais qui n'ont pas encore sauté le pas, qui ne se sont pas encore lancées.
3 personnes qui ont déjà commencé à développer leur projet. Et il y a quand même pas mal d'étudiants hein, qui ont pas de projet pour l'instant. C'est aussi pour cette raison hein, qu'on organise ce type d'événement. On sait que rencontrer des alumni entrepreneurs, ça en motive certains, ça inspire. Et, euh, et puis voilà, ça permet de se rendre compte un peu mieux de ce que c'est le métier d'entrepreneur. Bon, on va commencer tout de suite. On va entrer dans le vif du sujet. Vous êtes prêt, Jean-Philippe et Arnaud? Bien sûr. Alors, dans un premier temps, hein, comme pour les autres conférences, je vais vous demander de vous présenter rapidement. En 2 minutes, raconter un peu votre parcours depuis les Sylves, depuis votre dernière année. Et puis on va commencer comme ça. Voilà. Qui veut commencer? Allez, Arnaud, je t'en prie. J'allais dire honneur au doyen, mais bon, je vais me lancer alors. Du coup, j'ai fait un bac S qui m'a emmené à Marseille. Donc, j'étais à Tours à la base. Donc, moi, je suis originaire de région parisienne. J'ai passé mon bac à Tours. J'ai ensuite voyagé jusqu'à Marseille pour une première expérience de 6 mois en école d'ingénieur. Et je me suis réorienté à l'ESIL pour revenir à Paris en Restart. Donc, la promo Restart qu'offre les Sylves. Le long de ma scolarité à l'ESIL, je me suis essentiellement intéressé aux associations techniques. Donc, j'ai commencé par rejoindre Vinci EcoDrive en deuxième année, dans laquelle j'étais co-directeur avec donc Clément, un collègue de promo. Donc, on a construit une fabuleuse voiture électrique qui est encore tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et directement après ça, on a eu on a dû quitter l'association. Quand je dis on, c'est un groupe de collègues. Ce qui a été l'occasion pour donc Saad, mon associé, et moi-même, donc Saad qui doit être dans la conversation actuellement, de créer Bonjour, salut Saad. notre première expérience entre guillemets entrepreneur, où étant donné que de par nos affinités du monde de l'industrie et de la fabrication additive, on avait lancé 2 projets. Le premier qui était la fabrication d'une imprimante 3D très grand format, donc de 1 mètre cube, qui a été qui était organisée sous la forme d'un projet d'école. Donc c'est la première fois qu'on a encadré un projet d'école, un projet d'année. Super. Et on a aussi lancé une petite entreprise c'est pas aller jusqu'au stade de l'entreprise à proprement parler, mais un projet d'entreprise, un projet entrepreneurial de maquettisme pour les architectes imprimé en 3D. Qui a finalement laissé sa place au projet donc M3D, Medical 3D, qu'on a commencé à imaginer avec Camille, qui lui aussi est sur la conversation Zoom, je le vois, qui était donc notre projet d'année avec Saad, que Camille, c'était Camille qui avait eu l'idée du projet à la base. On a lancé donc en 3e année et qu'on a pu faire fleurir petit à petit au travers du coup de projets Sylve ou du parcours entreprendre, pour nous permettre de dégager du temps pour le travailler. En parallèle de ça, donc Saad et moi qui sommes alumni et Sylve avons du coup avec succès passé notre diplôme d'ingénierie financière spécialisé en actuariat. Et aujourd'hui, on en est arrivé diplômé et entre guillemets directeur de notre start-up Medical 3D qui œuvre dans l'orthopédie médicale. Dans l'orthopédie. Bah, tu vas nous raconter, hein, t'inquiète pas, on va vous demander exactement ce que c'est, hein, Medical 3D. Mais avant ça, du coup, on va demander aussi à Jean-Philippe de se présenter. Oui, alors moi en 2012, j'étais en dernière année d'école d'ingé, donc de l'ESIV. J'ai fait un parcours qui s'appelait à l'époque calcul scientifique, qui doit maintenant plutôt se rapprocher de la majeure qui, je crois, s'appelle Big Data, IoT et IA peut-être. Enfin, J'ai connecté, si je me trompe pas. Connecté, ok. J'ai bossé pendant 3 ans pour une start-up juste après mon diplôme qui était spécialisée dans le développement de solutions de digitalisation des usines. En fait, on pouvait simuler l'usine et optimiser la production en fonction des différents paramètres, du nombre de personnes qui avaient badgé le matin. Si jamais il y avait 40 personnes au lieu de 50, on savait qu'on ne pouvait pas produire 50 Zoé dans la journée, mais 45, quoi. Ce genre de choses. Puis la startup a plutôt bien décollé, parce que moi, quand je suis arrivé, on était 35.
Et puis, je suis parti 3 ans après, on était 250. La boîte avait été revendue à une grosse boîte américaine pour plusieurs centaines de millions d'euros. Donc grosse success story des dirigeants et des fondateurs. On peut dire que c'était une start-up, mais elle avait quand même 25 ans. Hein, donc, la startup, elle avait mis du temps à bien trouver son business model. Mais en tout cas, ça s'est fait assez rapidement quand j'étais là-bas. Et donc, moi, j'étais expat pendant 3 ans parce que c'était une startup française, mais j'étais basé en Allemagne. Donc, en fait, où je travaillais principalement pour des comptes type automobile, des Mercedes ou autres. Et donc, une fois que l'entreprise a été cédée, j'ai décidé de prendre un peu le pari de me lancer sur une aventure entrepreneur. Donc, je suis revenu en France. J'ai regardé ce qui se faisait en termes de parcours d'accompagnement, et notamment à l'ESILV. Donc, à l'époque, il y avait une structure qui s'appelle toujours Pépite Pont, je crois. Et donc, j'ai pris un statut étudiant-entrepreneur. Exactement, qui est partenaire. Donc, j'ai pris un statut étudiant-entrepreneur qui, moi, me permettait du coup d'avoir un statut, tout simplement, parce que j'étais salarié, mais à l'étranger. Donc voilà. Ça m'a permis aussi d'avoir des locaux, de l'accompagnement intéressant et notamment Aline qui est présente ici, elle était tutrice plutôt de 442 pendant la première année du coup quand on était chez Pépite Pont. Et donc on a lancé 442 qui est aujourd'hui, donc ça fait maintenant, on est sur notre 5e année. La création, c'est 2015 du coup? C'est 2016. Là, on est sur notre 5e année. Ouais. On a fêté nos 4 ans il y a quelques mois. Félicitations. Ouais, merci. On est 11 aujourd'hui. Donc 4 cofondateurs, mais on est tous salariés au final de l'entreprise. Et donc 442 en 2 mots, on fait nous des objets connectés qu'on met sur des chantiers et qui nous permettent d'alerter des compagnons, donc des personnes qui travaillent sur les chantiers, quand ils sont par exemple en danger, quand ils sont trop proches d'un engin qui est en train de reculer, quand ils sont en dessous d'une charge de grue, des choses comme ça. On équipe pas mal d'entreprises assez connues comme des Vinci, des Bouygues, des Fage ou autres. Ouais, vous êtes vraiment très répandu aujourd'hui et puis tu vas entrer dans le détail tout à l'heure, tu vas mieux nous expliquer. Mais en tout cas, c'était très clair. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui, pour l'un et pour l'autre, a été le déclic en fait pour se tourner vers l'entrepreneuriat? Alors, je vais essayer de répondre. Moi, avec 2 cofondateurs, il y en a un qui vient de la même promo que moi. On avait ce désir pendant nos études, mais je ne vous cache pas qu'à l'époque, il n'y avait même pas de statut d'auto-entrepreneur qui était disponible. Il n'y avait pas non plus du coup de parcours d'accompagnement intégré aux écoles. C'est vrai que l'entrepreneuriat était moins développé aussi. C'est un peu moins sexy, ouais. Quoi, de devenir entrepreneur que ça peut l'être aujourd'hui, quoi. Carrément. C'était un peu moins sexy qu'aujourd'hui. Mais du coup, on avait quand même cette envie. Et puis clairement, moi, c'était ma première expérience où j'ai bossé pendant 3 ans dans une boîte qui a grossi et qui a fait ses preuves. Et j'ai vu l'aventure que c'était. Et ça a donné envie, quoi. Ok, écoute, c'est clair. Et toi, Arnaud, alors, qu'est-ce qui a créé un déclic? Déclic, je ne sais pas, honnêtement. Ça s'est fait assez naturellement. En fait, quand Camille est venu avec l'idée, justement, on a suivi le flow, en fait. On a voulu savoir si l'idée était faisable. On a développé l'idée, en fait, au fur et à mesure de l'école. Donc, au début, on n'avait peut-être pas les mêmes préoccupations que Jean-Philippe, justement, par le fait qu'on était encore dans le système scolaire. Et ça s'est fait assez naturellement. En revanche, ce qui m'a convaincu que je continuerais à faire ça après mon diplôme, ça a été mon stage de 4e année que j'ai effectué chez Natixis Assurance,
où je me suis rendu compte que la supposée liberté que j'imaginais de l'entrepreneuriat me paraissait vitale pour mon épanouissement professionnel par rapport à faire 6h, 20h au desk devant l'ordinateur en flex office avec une suppression totale de ta personnalité en tant qu'individu au bureau. Enfin, c'était pas très confortable et je crois que ça a été un petit peu le cas pour Saad aussi. Donc ça m'a conforté dans le fait que la ligne que je voulais donner pour l'instant, mon parcours professionnel, c'était ça. Après, voir ce que J'adore la supposée liberté. Tu parles. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? bah, effectivement, quand on a l'image, en tout cas en étant étudiant, on ne voit quasiment que les entrepreneurs qui réussissent. Donc, on s'imagine des gens qui font entre guillemets ce qu'ils veulent de leur journée, mais je crois que de toute façon, je fais que paraphraser ce qu'a dit notre intervenante hier à 17h aussi, qui est que en réalité, tu obéis à l'immuable loi du fait que tu n'as pas assez de temps pour faire tout ce que tu dois faire dans ta journée, et qu'en réalité, ta seule liberté, c'est de travailler autant d'heures que tu peux travailler sur ton projet. Il y a des impératifs que tu ne contrôles pas, qui sont la satisfaction du client, le bon développement de ton produit, le fait que tu n'es pas maître tu ne conçois que le produit dont les gens ont besoin et pas le produit que toi, tu veux réellement, entre guillemets, développer dans ta fantaisie personnelle. Tu finis invariablement par coller aux besoins des clients et pas forcément uniquement le produit qui te fait kiffer. Et c'est ça que j'appelle justement la supposée liberté de l'entrepreneur. Bon, c'est super intéressant ce que tu dis. Juste quand même pour rassurer un peu nos auditeurs qui peut-être hésitent encore à se lancer. J'essaie de ne pas être trop C'est quand même, cynique. c'est quand même quelque chose qu'on fait souvent avec passion et par expérience, et puis aussi donc par expérience personnelle, et puis aussi du fait de côtoyer beaucoup d'entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs ne comptent pas leurs heures, hein. Et pour eux, c'est pas réellement du travail non plus. Et je pense que Toujours, ça reste toujours incroyable de travailler, faut le souligner. ok, super. Bon, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. On peut redonner par exemple la parole à 442 avec Jean-Philippe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans le détail ce que c'est 442, comment naît l'idée, quel est votre cœur de métier aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, notre cœur de métier, c'est l'analyse de données dans le cloud. En fait, on a des capteurs qui sont sur le terrain ou des alerteurs, on va dire. Leur fonction, elle est que de capter ou d'alerter. Et on a de l'intelligence qui est en fait dans une plateforme dans laquelle on peut créer des règles de sécurité. Donc, typiquement, si un piéton est en dessous d'une charge de grue, alors je veux que le grutier ait une tablette qui sonne, etc., etc. Donc, nous, on se définit comme une boîte SaaS, quoi. On, quand on vend nos prestations, il y a souvent la partie objet connecté, mais il y a toujours la partie applicative et gestion de données, quoi. Donc voilà, on traite même un peu plus que 12 millions de data uniques jour. On a un certain nombre d'alertes qui sont envoyées tout le temps. Bon, voilà. Donc après, cette plateforme, elle nous permet vraiment de répondre à des enjeux sécurité, comme je l'ai évoqué. C'est ce pourquoi on a créé 442. Elle nous permet aussi d'analyser la donnée qu'on va générer pour, j'ai envie de dire, optimiser ce qui se passe sur un chantier. Hein, donc, si j'ai un capteur sur une grue pour savoir où est la grue, pour pouvoir je sais pas, éviter que deux grues rentrent en collision, par exemple, bon, bah, cette donnée, elle va aussi me permettre d'avoir le taux d'utilisation de la grue, la quantité de béton coulé par jour. Donc, voilà. Donc, on essaye de valoriser la donnée sur les différents métiers qui peuvent intervenir sur un chantier. Donc, je parle beaucoup de chantier parce que c'est aujourd'hui 70% de notre activité. Mais on travaille avec des gens comme EDF ou Veolia. C'est un peu l'industrie large. Vos clients, et puis vous êtes sur un secteur qui est quand même super normalisé. Absolument. Et donc, j'imagine, mais tu vas peut-être me dire le contraire, hein, que
lorsque tu démarres 442 en 2016, vous n'aviez peut-être pas autant de services, peut-être pas autant de collecte de data que c'est le cas aujourd'hui. Par quoi commence réellement 442 en 2016? En 2016, on avait un objet. En fait, ce qui est intéressant dans la partie logicielle, c'est que plus tu développes, plus ton offre s'enrichit. Donc, c'est plus simple en fait de vendre un objet qui a une fonction particulière. Donc, nous, on avait développé un gilet connecté qu'on avait réussi à vendre à pas mal de monde et qui équipe des compagnons, et on avait un petit capteur qui se mettait sur des engins. Et quand l'engin se rapprochait trop près du compagnon, le gilet, il prévenait le porteur, quoi. Alors, juste Donc, pour qu'on comprenne bien, quand tu dis le compagnon, c'est un ouvrier? Ouais, un compagnon, c'est un ouvrier dans le jargon BTP. Ouais, absolument. Okay. Absolument. Du coup, j'ai aussi adopté les codes du milieu. Mais voilà, donc on a commencé tout simple par un objet, une fonctionnalité. On l'a proposé du coup aux personnes qui ça pouvait intéresser. Ça a plutôt bien marché. Et de là, il y a d'autres cas d'usage qui sont venus s'y greffer. Et aujourd'hui, on a une gamme complète à offrir à nos différents clients. Donc, il y a des objets que nous, on en fabrique aujourd'hui toujours un certain nombre en propre. Et puis, on est aussi partenaire de réseaux, on va dire, de télécommunications. Donc, si ça parle à des gens, des choses comme Sigfox ou LoRa. Donc, nous, on intègre nativement les capteurs qui peuvent communiquer dans ces protocoles-là pour les proposer à nos clients, quoi. Ok, bon, ça fait pas mal d'infos, mais en tout cas, c'est super clair. On comprend mieux ce que tu fais au quotidien. Effectivement, la boîte a bien évolué depuis 2016. Tu disais tout à l'heure que vous êtes 11, si je ne me trompe pas. Absolument. Et on est 4 cofondateurs. Ouais. Donc, ça fait partie des 11 salariés. Et du coup, après, on s'est staffé sur des postes comme tout simplement, on a des ingénieurs produits dont le rôle est de tester les choses et de mettre en place des roadmaps. On a des développeurs, on a des commerciaux, tout simplement. Ok. Et quelle vision, quel développement du coup dans les années qui arrivent? Alors, nous, on est sur ce qu'on appelle la vision long terme. C'est vraiment le jumeau numérique du chantier. Donc, en gros, il y a le réel. Okay, le réel, il faut pouvoir capturer ce qui se passe dans le réel pour pouvoir en créer ce qu'on appelle, nous, un jumeau numérique et créer de la valeur à partir de ça. Que tout le monde puisse, je sais pas moi, avoir sa fiche de gestion de tâches qui se remplissent automatiquement, etc., etc. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on faisait, nous, avec le cofondateur dans le passé sur les usines connectées. Le problème, c'est qu'un chantier, en fait, c'est pas une usine. Un chantier, c'est plein de parties prenantes, des sous-traitants qui n'ont rien à voir avec l'entreprise générale. Il y a des méthodes qui sont aussi complètement dissociées. Donc, l'information est complètement désilotée. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de capter l'information pour créer de la valeur et que toutes les parties prenantes d'un chantier puissent tirer de la valeur tout simplement de notre solution. La sécurité, c'est principal et c'est un des enjeux forts de nos clients. Donc, c'est notre un peu leitmotiv et c'est aussi personnellement, c'est des choses qui nous intéressent particulièrement. Mais ça va un peu au-delà, ouais. Ok. Bon, tu as mis un peu le doigt sur un des axes qu'on va développer un peu plus tard, l'humain, effectivement, puisque 442, c'est aussi une startup qui œuvre dans ce qu'on appelle la tech for good. Écoute, je suis super satisfait de tes réponses. Je pense que c'est très clair pour les gens qui écoutent. J'en profite pour rappeler, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat. Maëlys, qui est du coup à l'incubateur dans l'autre salle, se fait une joie de sélectionner les meilleures questions qu'on vous posera à la fin. Merci Jean-Philippe. On va peut-être passer du coup à Arnaud. Arnaud, même question. Est-ce que tu peux nous dire comment naît M3D, de quel constat, à partir de quel problème vous lancez la boîte, et puis quel est votre cœur de métier aujourd'hui, où vous en êtes? J'ai bien compris.
Medical 3D, ça part donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de mon associé Camille, dont le père, qui est un peu âgé, a un problème osseux, on va dire au pied. Il a eu besoin de ce qu'on appelle du coup une orthèse. C'est une espèce de dispositif d'immobilisation. C'est très commun. Toutes les attelles de poignet, les genouillères, les minerves, les corsets, les casques, etc. Tout ça, en fait, c'est regroupé dans la famille de ce qu'on appelle les orthèses. Donc, ce que Maëlys est en train de montrer à l'écran là. Et en fait, la prise en charge, en plus de la qualité du produit, n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait fournir à un être humain qui est handicapé par un problème. La prise en charge avait été très longue, de 3 semaines. Il se retrouve avec une énorme botte absolument pas pratique et très lourde à porter au bout du pied, donc il ne pouvait plus marcher du tout. Et puis ça demandait un agencement à la maison qui est lourd. La problématique de Medical 3D, ça a été donc de répondre à ce besoin-là, qui était d'avoir une prise en charge qui soit rapide et qui permette de fournir un dispositif médical qui soit parfaitement adapté à la morphologie du patient, tout en bénéficiant des techniques de fabrication moderne, en l'occurrence de l'impression 3D, pour fabriquer quelque chose qui soit à la fois parfaitement optimal en termes de taille et de poids, mais aussi du coup sans tronquer sur la rigidité ou la flexibilité, tout en dépendant tout en acceptant, on va dire, les contraintes liées au dispositif médical en lui-même. Par exemple, vous prenez le cas de la genouillère, qui était le premier dispositif médical montré sur le site. La genouillère a besoin d'être très rigide, mais avec une rotule pour bouger, etc. Donc, il y a tout un travail de conception derrière. Ce qu'on fait en résumé, nous, aujourd'hui, on permet aux praticiens qu'on appelle des orthoprothésistes, donc qui sont ceux qui sont habilités à délivrer des orthèses sur mesure, on leur permet d'accéder aux nouvelles technologies, en l'occurrence les scanners 3D pour récupérer les dimensions du membre du patient. On leur permet aussi d'accéder aux nouvelles technologies en termes de modélisation 3D, donc pour concevoir le produit. Et on leur permet enfin de produire le dispositif médical à l'aide de l'impression 3D, ce qui est vital puisqu'on ne peut pas arriver aujourd'hui à une liberté complète de design et une optimisation parfaite du poids, de la taille et de la structure sans passer par l'impression 3D. Ok, c'est des bons premiers éléments de réponse. Déjà, j'ai quelques questions qui me viennent comme ça. Tu parlais de la rapidité du coup que vous avez chez M3D à livrer en fait ces orthèses. C'est quoi aujourd'hui les solutions qui existent? Enfin, je veux dire, l'orthoprothésiste, combien de temps il met aujourd'hui pour entre le moment où il prend les mesures et il reçoit la pièce? Donc ça va assez logiquement dépendre du type d'appareillage. Aujourd'hui, un orthoprothésiste, par exemple, pour faire une bête attelle de main, ça va lui prendre même pas une demi-journée, quelques heures, pour faire un produit très standard. En revanche, si vous avez besoin, par exemple, d'une orthèse de genou, ça peut prendre 3-4 semaines. Il faut faire des retouches, revenir plusieurs fois. Il faut donc apporter des petites déformations marginales de l'orthèse pour qu'elle vienne parfaitement se positionner sur le membre du patient. Et encore là, je ne parle que des produits, on va dire, très standards, hein, des produits qu'on fait au quotidien très régulièrement. Nous, on a le cas d'une patiente qui est venue nous voir pour son enfant qui était handicapé, qui avait une morphologie crânienne, un développement crânien assez atypique. Et en fait, cette personne-là n'arrivait pas justement à obtenir d'un orthoprothésiste qui lui fasse justement un casque adapté à la morphologie de son enfant dans un tarif qui soit cohérent par rapport au remboursement de la Sécu. Donc, soit il lui demandait des délais très longs et une enveloppe très lourde, qui peut être chiffrée à plusieurs milliers d'euros, soit il lui disait tout simplement qu'il ne pouvait pas le faire. Et donc, nous, on a réussi à répondre à son besoin en prenant en référence le jour où elle est arrivée chez notre client. On a réussi à répondre à son besoin en une dizaine de jours, tout en rentrant parfaitement dans les remboursements de la sécurité sociale, ce qui fait qu'elle n'a pas eu à payer le dispositif médical de sa poche. Ça a été hyper important pour elle, puisque sans ce dispositif-là, son enfant ne pouvait pas se faire opérer, parce qu'il devait faire ça dans le cadre d'une opération. Ça nous a permis de répondre à un besoin assez unique. Et nous, par exemple, si je reviens sur le cas de la genouillère, plutôt que de 3, 4 à 6 semaines de fabrication, nous... énorme, parce que, ça me paraît être une aberration. Quand tu as un problème et que tu... C'est un peu aberrant, oui. C'est le constat qu'on a pas fait. attendre un mois avant de recevoir tes premiers traitements, ton soin, quoi. Nous, si le patient va chez le praticien, 3 jours après, il a son orthèse de genou. Ok, excellent. Okay.
D'accord. Et puis, bah, il y avait le deuxième, la deuxième question qui m'intéressait, c'était par rapport à la précision de ce que vous mettiez en place Mm. grâce au scan 3D. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est du coup un scan qui s'opère via une application avec un iPad, c'est ça, ou via une petite caméra? C'est ça. En fait, on a développé une application sur l'iPad grâce à mon quatrième associé que je n'ai pas encore cité, qui est Joseph. Lui donc a développé une application sur iPad qui permet en fait d'exploiter un petit add-on qu'on vient brancher sur l'iPad qui fait office de scanner 3D. En fait, quand vous allez chez le praticien, il va prendre l'équivalent d'une petite vidéo de la jambe, ça prend pas plus de 30 secondes. Et en fait, c'est ça qui génère réellement le scan 3D. Le scan 3D nous est ensuite envoyé via l'application. Et ensuite, nous, on fait un peu notre tambouille qui nous permet d'arriver en une dizaine de minutes à une orthèse sur mesure qu'on envoie ensuite à l'impression 3D. Ok. Et en termes d'impression 3D, comment ça se passe? C'est quelles imprimantes qui permettent de faire ça aujourd'hui? Donc, on a. J'imagine que c'est quand même des pièces qui demandent une certaine précision. Alors, je ne suis pas du tout expert en imprimante 3D, mais j'imagine que ce pas des appareils qui sont facilement accessibles sur le marché. Alors, tout à fait. On a commencé à faire ça avec les imprimantes qu'on avait un peu à disposition à l'école ou par nos propres moyens. Donc, les imprimantes un peu en dépôt de fil, ce qu'on voit rapidement. Donc, c'était hyper important pour faire un MVP. En fait, techniquement, pour le MVP, on n'avait pas besoin de beaucoup plus. Ça, je me rappelle pour le coup parce qu'on entendait les machines juste à côté durant Ouais. des heures. Et bon, effectivement, il faut faire le sacrifice de son confort pour ça. Mais quand on a dû s'adresser à des vrais clients et aller par-delà le stade du prototype, là, on s'est tourné vers la société HP qui est venue nous voir pour nous proposer son imprimante. Donc la technologie, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le MJF. Donc c'est de la fusion de poudre plastique. C'est très, très scientifique, mais très simple à expliquer si des gens ont des questions là-dessus dans le chat. Mais donc, c'est des technologies industrielles sur des imprimantes qui se chiffrent à 500 ou 600 000 euros pour une imprimante qui permettent à la fois le scaling. Donc, le scaling, c'est votre capacité à augmenter votre production sans pour autant augmenter votre coût de fabrication. Donc, ça nous permet le scaling et aussi une qualité de fabrication absolument top. C'est toujours très régulier, très qualitatif. On n'a pas cet effet de strates, de couches qu'on a sur les imprimantes de prototypage. Et donc, pour ça, naturellement, on n'a pas mis 500 000 euros de notre poche dans une imprimante HP. On a un contrat avec un sous-traitant qui s'appelle Sculteo, qui est à Villejuif, qui nous permet de réaliser ces commandes-là avec du coup une chaîne de production un peu aménagée pour nos besoins. Excellent. Ça a été facile à trouver du coup ce partenariat? Bah, en soi, si quelqu'un veut imprimer chez quelque chose chez Sculteo, oui, c'est très facile. Il suffit d'aller sur la plateforme et d'uploader. En revanche, si vous voulez avoir des tarifs intéressants, une logistique intéressante, etc., il faut les rencontrer, il faut proposer, enfin, il faut que vous montriez que vous avez un réel intérêt pour eux, parce que forcément pour eux, ça veut dire une certaine mobilisation de leurs besoins pour vous. Donc il faut, comme toujours, faire un peu ses preuves, avoir un peu de due diligence. Donc si on a un vrai projet avec un vrai client derrière, eux nous reçoivent et après on a toute une mise en place sur la tarification et sur la logistique. Par exemple, eux du coup nous font les envois. On n'a pas la logistique de la livraison à notre charge, c'est eux qui sont pour nous. Donc tous ces arrangements-là sont réalisables dans la mesure où il y a un projet concret derrière. Ok, super. Bon, pour terminer, même question que pour Jean-Philippe. Aujourd'hui, vous en êtes où concrètement? C'est combien de clients? C'est quoi votre vision de développement pour les prochaines années là? Alors, la vision du développement, c'est d'arriver à scaler, justement. Donc là, on va aller la semaine prochaine. J'anticipe un peu trop. On va aller la semaine prochaine rencontrer une dizaine de centres d'un coup, en fait. On va faire un peu la tournée des clients, des prospects, pour acquérir justement nos premiers clients qui vont être ceux qui vont nous passer des commandes régulières une fois qu'on a fini maintenant de développer notre solution avec nos premiers bêta-testeurs, on va dire, clients bêta-testeurs. L'objectif, en fait, c'est de développer la solution d'abord au niveau national, donc arriver à faire que la solution médicale 3D soit solidement implantée dans la plupart des centres orthopédiques et même en pharmacie, puisqu'on va aussi s'attaquer aux pharmacies. Actuellement, on est 4 associés fondateurs, un 5e associé qui est orthoprothésiste, qui a été donc qui est un peu notre advisor, pardon, et notre bêta-testeur. Et on vient de recruter une jeune stagiaire de l'ESILV, donc qui va nous rejoindre début avril, qui va se charger justement
de m'épauler sur la partie production et la partie on va dire, recherche et développement. Excellent. Bah, écoute, ça fait toujours plaisir de savoir que les entrepreneurs issus du pôle font appel à des étudiants d'ici. Elle est parmi nous, du coup? Ludivine, je ne sais pas, je ne crois pas l'avoir croisée. Après, elle travaille sur un autre projet de Camille en ce moment, donc c'est sans doute qu'elle est en train de travailler là-dessus. C'est bien. Ok, écoutez, c'était super clair. J'ai juste envie qu'on reprenne un peu de hauteur par rapport à vos deux startups. Donc, vous avez tous les deux un impact quand même très important sur l'humain. Donc, toi, Jean-Philippe, c'est sur la partie sécuritaire hein, que tu apportes sur les chantiers, et notamment aux compagnons. Et toi, Arnaud, c'est sur directement les gens qui peuvent avoir des problèmes de santé, hein, tout simplement. Et puis, vous avez montré, en tout cas avec M3D, que vous vous adaptiez aussi aux besoins des patients, puisque tu nous parlais tout à l'heure de cette alors, prothèse, orthèse, je ne sais plus le terme. Hein, pour le Une corps. orthèse, c'était un masque en fait, de protection. Ouais, donc vous vous adaptez en fait totalement à vos patients. L'impact humain aujourd'hui, pour vous, ça représente vraiment quelque chose d'important dans vos startups? Comme j'ai parlé, je vais peut-être laisser la parole. Ouais. C'est essentiel. Nous, en fait, le constat, il y a 4 ans, 5 ans, quand on a lancé, on s'est dit quoi? Bon, on voyait des voitures autonomes se lancer, et là, on a compris qu'en gros, la tech, ça permettait de sauver des vies, quoi. Hein, parce qu'en gros, une voiture, tu lui mets une caméra, la caméra, elle peut voir s'il y a un piéton qui passe devant, et elle arrête la voiture, quoi. Et donc ça, on a trouvé ça, enfin moi j'ai trouvé ça ouf, parce que je me suis dit, putain, avec en ayant fait l'école d'ingé, les SIL, en ayant le savoir qu'on a acquis, on est capable aujourd'hui de sauver des vies. Et donc je me suis dit, on va, bon, en plus, du coup, on a choisi une industrie qui est la pire, on va dire, en termes de stats d'accidents. Il y a un ouvrier sur 10 qui est blessé chaque année. Il y en a un sur 200 qui meurt au cours de sa carrière. Enfin, vous imaginez le nombre d'ouvriers, faites le calcul. Donc, donc, ça, c'est vraiment dans l'ADN de 442. Pareil, hein, aujourd'hui, on a un stagiaire qui est en dernière année à l'ESILV, qui avait fait le parcours ESILV EMLV, qui s'appelle Maël. Bon, voilà. Et typiquement, quand on va recruter, que ce soit un stagiaire ou un salarié, c'est une des choses sur laquelle on fait, nous, hyper attention, c'est que cette valeur et cette notion de on est capable de sauver des vies, et c'est ouf, qu'elle soit bien partagée et bien comprise par les personnes avec qui on discute, quoi. Donc c'est clairement aujourd'hui nous un énorme focus de la boîte, et quand vous allez présenter un produit je sais pas à un ouvrier, on va dire, sur un chantier, le gars, vous lui faites une démo et il vous dit ah putain, si jamais Gérard, mon pote, il y a 5 ans il avait eu ça, il serait pas mort. On comprend aussi pourquoi on fait ça, quoi. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui est finalement marqué dans l'ADN de 442 depuis le départ, quoi. Carrément. Toi, Arnaud? Je dirais que c'est sensiblement la même chose. Il y a aussi cette volonté en tant qu'entrepreneur de faire un business qui a du sens réellement. Nous, c'est parti d'un constat humain par un proche, et en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que ça concerne 60 millions de Français, 70 si je suis un peu plus à jour. C'est quand justement cette dame est venue pour proposer le casque pour l'enfant, c'est extrêmement touchant, parce qu'on se rend compte que le marché n'est pas du tout centré sur l'humain, alors qu'on parle quand même du marché de l'orthopédie. Donc il y a cette volonté de notre part de remettre l'humain au centre des préoccupations du marché de l'orthopédie, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de sur-mesure où, en réalité, on va te faire 3 traces au feutre, prendre quelques dimensions sur ta jambe, et puis en fait, ça va passer par tout un processus de fabrication industrielle issu de la révolution industrielle. Là, on parle de réellement
coller aux besoins d'un individu qui a un besoin précis et unique de par le fait que tout simplement chaque personne a un corps qui lui est propre, qui est unique, qui a des préoccupations, ça paraît forcément un peu aberrant. Je le présente de manière un petit peu, peut-être un peu trop sensible, mais c'est hyper touchant quand vous avez une personne qui vous dit qu'elle a frappé à la porte de 3-4 orthos qui lui ont demandé 2 000 € pour faire un dispositif adapté et vous avez l'enfant dans les mains qui a besoin de faire une opération et vous avez la solution, c'est aussi galvanisant quoi. De se rendre compte qu'on peut apporter à chaque personne une solution qui lui est propre en conciliant un peu ce qu'on appelle nous le triangle du win-win, c'est-à-dire que l'orthoprothésiste il gagne parce que lui de par sa vocation il prend mieux en charge ses patients, donc il est plus content. Le patient, il gagne parce que son rétablissement est meilleur. Et puis nous, on y gagne parce qu'on fait quelque chose qui nous passionne, on voit plein de gens, on peut voyager. Enfin là, on va un peu partout en France pour voir les gens. C'est une vraie expérience, quoi, plutôt que de se dire, bon, je ne vais pas dire ça, il ne faut pas m'y dire des gens, mais on a du moins, on sait qu'on fait quelque chose qui a du sens, c'est hyper galvanisant, ça donne envie de se lever le matin, quoi. Ouais, bah, complètement. Et franchement, je souhaite vous adresser un grand bravo à tous deux pour ce que vous faites, parce que ça se voit que vous le faites vraiment avec cœur, et surtout, ça a un vrai impact. Mm. Alors, Maëlys me dit du coup dans le chat qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Peut-être que je vais te laisser la main, du coup, Maëlys. Allez, je me lance. Déjà, merci pour vos présentations. Et effectivement, on parlait dans les dernières conférences qu'il faut toujours partir d'un problème pour lancer une boîte. Et je pense que les gens qui meurent, c'est genre un problème hyper dur à résoudre. Et je vous félicite de le prendre à bout de bras. Et quelle que soit l'application avec laquelle vous le faites sur les chantiers ou avec des orthèses, ça reste des marchés de niche, mais qui sauvent des vies. Et je trouvais ça pertinent de mettre vos deux témoignages côte à côte parce qu'en fait, la finalité est la même. Il faut résolver le même problème, mais juste avec des manières différentes, avec des solutions différentes. Et on peut voir toute l'opportunité business qu'il peut y avoir aussi autour de ça parce qu'au-delà de sauver des vies, vous gagnez quand même votre vie grâce à ça. Et je trouve ça beau de le voir et à quel point les compétences d'ingénieur et Sylve vous servent aujourd'hui pour les projets que vous réalisez. Alors d'abord, on va commencer avec une question de Valentin qui demande quels sont les développements futurs pour M3D en termes de robotisation. Parce qu'il trouverait ça cool que vous intégriez de la robotisation dans vos prothèses. Et voilà, il parle aussi de l'optimisation des process avec de l'intelligence artificielle, par exemple pour la CAO, qui va vous permettre de faire l'impression derrière. Donc, il voulait en savoir un peu plus. Alors Valentin, je vais essayer de répondre à cette question clairement et de manière concise. En soi, je pense que si toi, tu as la volonté d'être entrepreneur, ce n'est pas les idées qui vont te manquer une fois que tu auras commencé à avoir un axe. Donc oui, faire des prothèses myoélectriques, faire de la robotisation, mettre de l'IA dans le processus de fabrication, c'est plein d'idées qu'on a envie d'explorer. Mais il faut aussi être raisonnable et savoir dire non un peu à toutes ces envies qu'on a. Parce que l'essentiel, c'est de développer déjà un premier produit qui fonctionne, de le vendre bien, de le commercialiser, d'avoir une vraie chaîne de production. J'ai envie de te dire oui, si j'avais suffisamment de personnes à côté de moi pour développer tout ça, j'aurais hyper envie de les développer parce que c'est des domaines qui sont passionnants et puis les applications sont intuitives, on sait que ça va servir à quelque chose. En revanche, on a aussi conscience qu'on ne peut pas être expert en tout et qu'on ne peut pas tout faire en même temps bien. Donc actuellement, ma priorité en tant que directeur technique, c'est de développer un produit qui soit très bon, qui soit le meilleur dans son domaine, et a posteriori, éventuellement prendre des petits pivots, faire des petites ramifications peut-être pour aller chercher d'autres produits. Donc c'est pas les idées qui manquent en général, c'est plutôt le temps et la qualité d'exécution qui font défaut. Et c'est ce que Jean-Philippe a fait d'ailleurs avec son entreprise et ses produits. Il a commencé étape par étape en développant sa gamme. Je le voyais qui acquiesçait à tout ce que tu disais. En fait, il faut savoir... Il faut rester focus et valider les étapes une à une. Ça ne sert à rien de partir sur un objectif qui est gigantesque et au final d'aller nulle part. Et du coup, j'en profite, Jean-Philippe, mais comment tu as su que l'objectif était atteint, que ton produit était top avant de te lancer dans les autres fonctionnalités que tu as développées?
Il y a différentes étapes de validation. Première étape de validation, c'est première commande. On se dit, bon, ok, on va essayer de revendre ça et puis on voit ce qui se passe. Et après, il y a une deuxième étape qui va être, nous, on est rentable depuis 2019. Donc après, ça va être plutôt la partie business model au-delà du produit. Parce que il y a le produit en lui-même. Nous, on vend des objets connectés, il y a des orthèses. Ça, c'est du hardware, c'est quelque chose qui est physique, quoi. Mais au-delà de ça, il y a toute la partie peut-être service ou abonnement. En tout cas, nous, on a ça. Et donc, on a validé ça en 2019 en étant rentable. Et puis après, c'est le client qui décide, hein. Donc, nous, on met en place, on fait des devs. Souvent, on ne va pas jusqu'au bout, on commence à les présenter et on voit ce que ça donne. Si les clients nous disent ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et quand ils nous disent tous ça m'intéresse, en général, c'est qu'il y a un marché, quoi. Super. Et donc, ça joint aussi la question d'Aline qui demandait pour toi, Jean-Philippe, quelle est la part de tes activités entre la partie service et la partie produit que tu fournis? Je vais vous donner un exemple sur un chantier type où on va équiper par exemple des grues. Alors je parle de grues parce que c'est un de nos, on va dire c'est peut-être aujourd'hui le top projet, c'est ce qu'on vend le plus. Les grues, il ne faut pas qu'elles se cognent, sinon ça tombe et ça peut être vraiment problématique. Donc nous, pour avoir une grue connectée, il faut payer 8 000 € par grue. Et après, il y a un fees de 300 € par mois. Donc jusqu'à soit la fin du chantier, soit si ça a été acheté par l'entreprise générale, ils déplacent le boîtier et ils continuent à payer les fees. Donc c'est ça, à peu près ça le rapport. Donc une grosse partie upfront s'il y a de l'objet connecté qui coûte cher. Et puis après, on est sur de l'abonnement jusqu'à la fin de vie du produit, quoi. Merci pour cette réponse. C'est cool d'avoir un exemple aussi pour étayer ce que tu dis. On peut s'imaginer la situation. Une question de Steven qui demande comment la crise sanitaire a impacté votre activité cette année. Est-ce que ça a été difficile, ça a été un tremplin pour vous de vendre vos produits? Quels ont été les impacts en tant qu'entrepreneur? Pour nous? Oui. Alors nous, on sortait de 2019 rentable. Je te cache pas qu'on était. Alors je vais voir, on a 2 secondes, je raconte la full story parce que il y a un ascenseur émotionnel, vous allez voir, qui est assez ouf. Donc on discute avec pas mal de boîtes, on se projette aussi sur éventuellement, on a une opportunité de revendre 442 en fait. On a une due deal qui est faite, on a une proposition qui est intéressante à 7 chiffres qui est intéressante. Donc janvier se passe, on a cette proposition-là. Février, du coup, la boîte, c'est une boîte internationale qui est à Hong Kong. La crise sanitaire elle a commencé avant chez eux que chez nous. Donc, en mode, écoutez, là, il y a une petite crise, donc on va attendre un petit peu parce que ça ne sert à rien de se lancer tout de suite dans le deal. Donc, on a fait OK. Mars, tous les chantiers se sont arrêtés. Donc, toutes les commandes annulées. On avait des déploiements aux États-Unis, parce qu'on équipe aussi des chantiers aux États-Unis avec quelques grues. Donc, ça, c'était en février. Et Trump dit stop, vous ne pouvez pas venir installer, parce que moi, je n'ai pas de bureau aux États-Unis, quoi. Quand on fait des déploiements à l'étranger, on se déplace. Donc même les commandes qui étaient payées, je suis obligé de les rembourser, quoi. Sachant que j'ai toujours, on était à peu près une dizaine. Donc, en gros, il y a 50 000 € par mois qui sortent de 442. Donc, plus de rentrée d'argent. Putain. Le deal qui était tip-top, en plus, on nous proposait de créer la filiale française de la boîte cotée, un peu à l'eau. Et puis, on se dit, écoute, on avait un produit qu'on avait développé, qu'on mettait donc, pour détecter la distance entre personnes et engins de chantier, pour alerter quand un engin se rapproche trop près d'une personne. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a remarketé ça. On l'a passé en mode
bon, bah, on va faire de la distanciation physique, distanciation sociale. On a changé le paramètre de distance, on est passé à 1 mètre, quoi, tout simplement. Et puis ça, donc là, en une semaine, on est passé sur M6, sur Europe 1, etc., etc. Et on avait 40 commandes par jour, quoi. Et on équipe des gens dans des industries, mais complètement. Aujourd'hui, il y a certains de nos dispositifs qui sont dans des restaurants, dans des cuisines de restaurants, dans des musées, complètement, complètement en dehors du notre scope. Donc, déjà, c'était assez compliqué parce que du coup, il a fallu produire beaucoup plus que ce qu'on pouvait produire à l'époque. Mais ça, on a pu se décoller de ça. Mais il faut imaginer, faut imaginer les boards, quoi. Le board avec nos investisseurs en février en mode bon, bah, on va mettre tout le monde au chômage partiel parce que là, il y a tout qui s'est arrêté. Et 2 semaines après, on les appelle et on dit qu'on va recruter 3 personnes, quoi. Donc, voilà, Ça crée un pour ascenseur répondre. émotionnel, ouais, comme tu dis. Ouais. Ouais, ascenseur émotionnel assez fort. Ouais. Cela dit, bah, tu as prouvé qu'un bon entrepreneur est capable de transformer une situation des fois un peu délicate en opportunité avec ça. Ouais, bah, pas le choix. Arnaud, pour conclure aussi, tu veux dire un mot? Oui, nous, je pense que ça a été un peu plus simple de par déjà notre stade de développement, comme on est précis un peu, c'était plus simple à gérer. On était en train de rajouter un associé au capital pour permettre justement de donner une vraie direction au développement technique. Donc, c'était clairement pas bienvenu parce que bah, forcément, pour aller voir la personne, pour rencontrer des patients ou autres, ça a mis un certain frein, mais bah, faut accepter, de toute façon, il faut accepter toutes les contraintes et faire avec. Donc, on n'en a pas. Je pense qu'on est clairement pas à plaindre de par notre secteur d'activité. Il y a eu une petite baisse de 5 ou 7%, je crois, sur l'ensemble du marché qui va reprendre, très normalement. Mais en soi, ça n'a rien été de très inquiétant ni d'insurmontable. Après, avec le confinement, il faut juste continuer à avoir une certaine rigueur de travail, etc. Mais c'était pas... On est loin de la censure émotionnelle de 442. Ce que je peux comprendre a dû faire passer des nuits un peu plus pénibles que pour moi. On arrive au bout des questions, donc je vois que Valentin vient de reposer une question destinée à Jean-Philippe. Je t'invite à l'ajouter sur LinkedIn et à lui demander directement, puisque si ça t'intéresse, voilà, je vous invite aussi à rentrer en lien avec Jean-Philippe et Arnaud via LinkedIn. Je vous mets les liens dans le chat pour continuer à poser vos questions si on n'a pas eu le temps de les poser. Et puis, n'hésitez pas également à suivre l'Instagram de Vinci Startup que je viens de vous publier dans le chat. Bon, bah écoutez, c'était super intéressant. Un grand merci à vous deux, hein, Jean-Philippe et Arnaud. Au plaisir. Merci à vous. Ça a été très, très, très enrichissant. Je suis sûr que nos étudiants vont être capables de mettre un petit mot super représentatif de ce qu'ils ont. Donc, pour ceux qui ont déjà été sur Bicast au début de la conférence, normalement, vous êtes toujours connecté sur votre lien du navigateur. Sinon, voilà le QR code. Et là, l'idée, ce sera de résumer la conférence, que les inspirations, la passion avec laquelle ils travaillent en un mot. Et je vous invite à le faire. C'est très parlant pour aussi les intervenants, pour comprendre ce que vous avez retenu de leur discours. Et merci surtout pour votre partage d'expérience. C'est frustrant de n'avoir que 50 minutes ensemble parce qu'on a toujours plein de questions à vous poser. Même moi, j'en avais noté 3 ou 4 que j'aurais aimé vous poser. Et c'est juste l'occasion en fait de se revoir. Parfaitement. Avec grand plaisir et bravo pour ce que vous faites là avec De Vinci Startup. Je pense que ça fait, vous fournissez des bonnes clés pour que les étudiants se lancent quoi, dans l'aventure qui est quand même parfois compliquée, mais souvent et toujours enrichissante.